Ah, très bien. OK. Alors, bonjour, on s'excuse pour le retard parce que c'est compliqué un peu. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, il y en a les cinquièmes années, les sixièmes années, les internes, les généralistes. Vous avez fait le module de néphrologie. Pour le cours de l'insuffisance rénale aiguë, c'est un cours important. Pourquoi? Parce que c'est le motif de la vie, un info de la vie interne. Parce que trouver l'insuffisance rénale aiguë, c'est en service. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë? Le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance comme définition, les objectifs. Il faut faire le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. Dans certains ouvrages, vous trouvez l'IRA ou bien l'anurie. Aussi, connaître la différence entre l'insuffisance rénale obstructive, une insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle et parenchymateuse, connaître les principales causes de l'insuffisance rénale aiguë et le traitement. Alors, comme définition de l'insuffisance, comme définition, l'insuffisance rénale aiguë, elle est définie comme une dégradation rapide et réversible de la fonction rénale. Par contre, l'insuffisance rénale on a le stade 1 et 2 et 3. Le stade 1, c'est le stade de début. Il y en a la créatinine, elle augmente de 3 mg par litre au bout de 2 jours et ou bien de 50% de la valeur initiale au bout de 7 jours. La durée, elle est de 0,5 cc par kilo par 6 heures. Par contre, le stade 2, la créatinine, elle est triplée. La valeur, elle est triplée. À la durée, elle diminue de 0,5 cc par kilo par 12 heures. Et le stade 3, l'insuffisance rénale aiguë, on a une dégradation à la créatinine, elle est de 40 ou plus, voire une urgence de dialyse, ce qui fait la créatinine dépasse les 100, avec une durée de 0,3 cc par kilo par 12 heures ou 24 heures. Alors, les types de l'insuffisance rénale aiguë. On a l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle pré-rénale et l'insuffisance rénale parenchymateuse post-rénale. L'insuffisance rénale obstructive, pardon, parenchymateuse, c'est rénale. L'insuffisance rénale aiguë obstructive ou post-rénale. C'est la facile, c'est un obstacle qui se situe au niveau des deux urtères ou bien sur un rein unique fonctionnel. Il y en a et l'augmentation de la pression dans la chambre urinaire, elle est responsable de quoi? Elle dépasse les pressions capillaires glomérulaires, ce qui entraîne l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë. Ce qui fait qu'on a la stagnation des urines au niveau de la cavité hyalocalicielle, hydronéphrose, compression du parenchyme, c'est ça l'augmentation de la pression dans la chambre urinaire. L'insuffisance rénale fonctionnelle ou pré-rénale, elle est facile, fréquence dans les services de réanimation. Elle est liée à une diminution de débit plasmatique rénal et débit de l'ultrafiltration rénale. C'est facile, vous pouvez imaginer ça. Il y a une déshydratation ou bien hémorragie, diminution de débit plasmatique rénal, ou bien diminution de la filtration, ce qui entraîne une baisse de la filtration glomérulaire. Une baisse de la filtration glomérulaire, l'hypoperfusion par hypoperfusion rénale. Cette hypoperfusion rénale, donc, il y a une chute. Vous voyez, c'est la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. On a une diminution du débit de la filtration glomérulaire. C'est la conséquence d'une hypoperfusion rénale. L'hypoperfusion rénale, c'est clair, il y a un état de choc. Hypoperfusion, elle stimule quoi? Elle stimule la synthèse du système rénine dans l'appareil juxtaglomérulaire. Qui dit rénine dit l'angiotensine 2 et l'aldostérone. Et aussi, elle stimule le système sympathique périphérique et la sécrétion de l'hormone antidiurétique. Diminution, hypoperfusion rénale, stimulation de la sécrétion de la rénine dans l'appareil juxtaglomérulaire,
Cette stimulation de la sécrétion de la rénine, elle entraîne une libération, libération de l'angiotensine 2, mais aussi la stimulation du système sympathique et l'hormone antidiurétique. Les conséquences, c'est quoi? Vous voyez, vous suivez, voici les conséquences. Les glomérules, on a une vasoconstruction post-glomérulaire de l'artériole efférente. Ce qui fait pourquoi? C'est la réponse du rein face à un état de choc, face à une hypoperfusion rénale. On a une vasoconstruction de l'artériole efférente permet de maintenir une filtration glomérulaire. Mais malgré la chute du débit sanguin rénal, ce qui fait que le patient il est en train de saigner, on a la libération de l'angiotensine 2, le blocage ou bien la vasoconstruction de l'artériole afférente. Mais elle n'est pas possible durant, ce qui fait cette adaptation n'est pas possible. Ce qui fait, il y a un temps. Lorsqu'elle est dépassée, il y a la souffrance du rein et l'apparition de l'insuffisance rénale. Au niveau du tubule, qu'est-ce qu'il y aura? Sous l'effet adrénergique et aussi l'effet de l'angiotensine 2, la pompe sodium ATPase, il y aura une absorption du sodium. Absorption du sodium. Aussi, l'augmentation de l'excrétion du potassium. N'oubliez pas, la libération aussi de l'hormone antidiurétique permet de réabsorber du sodium au niveau du tube proximal. Donc, c'est pour cela, dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, vous trouvez les urines qui sont peu abondantes, riches en potassium, concentrées, pauvres en sodium. Pour l'urée, il est réabsorbé passivement au niveau tubulaire. Ce qui explique, si on fait le dosage sanguin de l'urée, il est très augmenté par rapport à la créatinine dans l'insuffisance rénale aiguë. Vous avez déjà fait le cours de l'insuffisance rénale aiguë. Il n'y a pas un parallélisme entre l'élévation de l'urée et la créatinine. Par contre, la chronique, il y a un parallélisme. Dans aigu, il n'y a pas un parallélisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une réabsorption passive, réabsorption tubulaire passive de l'urée. OK. Pour l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, la physiopathologie, donc on a vu la physiopathie de l'insuffisance rénale aiguë obstructive et l'augmentation de la pression dans la chambre urinaire qui dépasse la pression des capillaires glomérulaires. Dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, chute de flux sanguin rénal responsable de la libération de la rénine, l'angiotensine 2, l'ADH, l'aldostérone. Et au niveau du tube contourné proximal et distal, il y aura la réabsorption du sodium, l'excrétion du potassium et la réabsorption passive de l'urée. L'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, la plus fréquente, c'est quoi? C'est la nécrose tubulaire aiguë. La nécrose tubulaire aiguë ischémique. Alors, il y a une baisse du flux sanguin rénal au cours des états de choc, est à l'origine d'une ischémie rénale, en particulier dans la zone externe de la médulaire. Ce qui est donc, il y a une diminution du flux sanguin rénal. Vous imaginez un patient hospitalisé pour un état de choc suite à un AVP. Il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une ischémie rénale, une baisse importante du flux sanguin rénal, responsable d'une ischémie rénale, surtout dans la zone de la médulaire externe. Diminution de la pression en oxygène et aussi au niveau de la zone du nécrose, il y aura au niveau du tube proximal, les vaisseaux, les tubes proximales, les vaisseaux, l'interstitium, les glomérules. À ce moment-là, ils sont toujours intacts, mais le flux sanguin rénal, il est durable. Il est constitué. Il chute du flux sanguin rénal. La DFG, le débit de filtration glomérulaire, il est très diminué. Il y aura une vasoconstriction intrarénale, pré- et post-glomérulaire. Post-glomérulaire, on a déjà parlé dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. C'est l'effet de la rénine-angiotensine 2. Et vous voyez les autres aussi, on a l'endothéline et les catécholamines et le thromboxane A2. Par contre, un déficit de autres substances vasodilatatrices qui sont responsables, qui vont aggraver le tableau. Et les substances vasodilatatrices, ils ont une action sur l'artériole afférente, la prostaglandine 2 et le monoxyde d'azote. Le défaut de la réabsorption tubulaire, il engendre
ce défaut de la réabsorption tubulaire, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la nécrose tubulaire aiguë? Un défaut de la réabsorption tubulaire du sodium. C'est pour cela, la natriurèse, elle est importante. Dans l'IRA fonctionnel, j'ai dit qu'il y a une réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium. Les urines sont pauvres en sodium. Par contre, dans la nécrose tubulaire, il y a un afflux tubulaire du sodium. Il y a dans le tube contourné distal. Donc, la natriurèse, elle est élevée. Voilà. L'accumulation, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'accumulation dans la lumière tubulaire des cellules desquamées, des débris cellulaires responsables d'une obstruction tubulaire, ce qui entraîne augmentation de la pression intratubulaire, diminution du DFG, et l'anurie s'installe. L'anurie, c'est quoi? L'anurie, c'est les conséquences d'une diminution de débit de la filtration glomérulaire, d'une obstruction tubulaire et la rétrodiffusion des urines à travers l'épithélium. Donc, l'anurie, c'est le résultat d'une diminution du DFG. DFG, c'est le débit de filtration glomérulaire et l'augmentation de la pression intratubulaire et la rétrodiffusion urinaire à travers l'épithélium lésé. Les autres IRA parenchymateuses, je suis toujours dans l'insuffisance rénale aiguë organique, rénale. J'ai commencé par la nécrose cellulaire aiguë. Et les autres IRA parenchymateuses, on a les néphrites tubulo-interstitielles aiguës, néphropathie glomérulaire aiguë et la néphropathie vasculaire. Alors, je vais commencer par les autres IRA parenchymateuses. Toujours, donc, on a non ischémique. Ce qui fait non ischémique, c'est quoi? C'est la précipitation intratubulaire des cristaux. C'est pas des cristaux. Par exemple, l'IRA parenchymateuse, on a la nécrose tubulaire aiguë ischémique et la nécrose tubulaire non ischémique, c'est quoi? C'est la précipitation intratubulaire du méoglobine, la méoglobinurie, rhabdoméolyse. Sûrement, vous avez fait un petit paragraphe dans l'IRA. On va parler de la rhabdoméolyse après. Ou bien une toxicité médicamenteuse, ou bien produit de contraste iodé. Et aussi les néphrites tubulo-interstitielles et néphropathie vasculaire. Alors, le diagnostic différentiel, on va détailler ça. C'est la physio, c'est les étiologies, c'est les causes. Mais le plus important, connaître la définition de l'IRA, qui est une diminution qui est rapide et réversible de la fonction rénale, le diagnostic différentiel avec l'insuffisance rénale chronique. Et dans le cours de l'IRA, il faut connaître c'est quoi le type, il faut diagnostiquer, il faut typer l'IRA. Est-ce qu'il s'agit d'une IRA pré-rénale, fonctionnelle? La physiopathologie, elle est claire. C'est la diminution du flux sanguin rénal, libération de l'arénine, et l'angiotensine et l'ADH, l'aldostérone, réabsorption du sodium, excrétion du potassium, réabsorption du durée. Dans l'insuffisance rénale, obstructive rénale ou insuffisance rénale parenchymateuse ou insuffisance rénale aiguë organique, on a la nécrose tubulaire aiguë, ischémique, l'état d'hémorragie, état de choc. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une diminution du flux sanguin rénal, responsable de quoi? Toujours à un stade de début, la glomérule, l'interstition tubule-sang, toujours conservée, diminution du flux sanguin rénal, libération de l'angiotensine 2 et les autres substances comme l'endothylline et le thromboxane A, responsables d'une vasoconstriction post-glomérulaire et une diminution de substances vasodilatatrices comme la prostaglandine et le monoxyde d'azote. Ce tableau-là, il peut entraîner une anurie. L'anurie, elle est responsable. L'anurie, elle fait quoi? C'est la conséquence d'une diminution de DFG, augmentation de la pression intratubulaire et la rétrodiffusion des urines à travers l'épithélium lésé. L'insuffisance rénale aiguë, post-rénale ou obstructive, imaginez une obstruction des deux uretères. Il y aura une hydronéphrose, augmentation de la pression dans la chambre urinaire qui dépasse la pression des capillaires glomérulaires,
Conséquence, insuffisance rénale aiguë. Le diagnostic différentiel, c'est l'insuffisance rénale chronique. Le diagnostic différentiel, voilà, vous avez déjà fait ça. L'anémie, elle est absente dans l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale chronique, elle est présente. L'hypocalcémie, elle est présente dans l'insuffisance rénale chronique. Et aussi péricardite présente possible dans l'insuffisance rénale chronique. Et l'imagerie, l'échographie, l'insuffisance rénale aiguë, rein de taille normale, bien différencié. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, rein de petite taille avec mauvaise différenciation. Et les reins sont échogènes. Attention, ce n'est pas du maths. Il y a certains cas particuliers. Par exemple, si je vais commencer par l'anémie, on a beaucoup d'insuffisance rénale aiguë avec une anémie. C'est le cas de l'état de choc. Anémie, c'est clair. Une patiente hospitalisée suite à une hémorragie de la délivrance, elle présente une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Vous trouvez une anémie, c'est clair, il y a une perte du sang. Ce n'est pas un, c'est pas une IRC. L'hypocalcémie. L'hypocalcémie aussi, elle n'est pas. La calcémie, elle est normale dans l'IRA et elle est constante dans l'IRC. Mais parfois, vous trouvez une hypocalcémie dans l'IRA. C'est le cas de rhabdoméolyse, précipitation du phosphate du calcium au niveau musculaire. L'échographie, rein de taille normale, il est l'IRA, l'IRC, rein de petite taille aussi. Mais il y a certaines pathologies là où vous trouvez rein de taille normale. C'est le cas du diabète, l'amylose, le myélome. C'est les reins de taille normale. Ce qui fait donc, c'est pas fixe un rein de petite taille IRC, rein de taille normale IRA. On peut avoir amylose avec insuffisance rénale chronique ou bien chez un diabétique, vous trouvez rein de taille normale. Je ne vais pas citer la polykystose rénale parce que le diagnostic il est évident sur l'échographie. Alors c'est déjà fait. IRA, l'anémie, c'est. Alors ici, c'est donc on va détailler. L'insuffisance rénale aiguë obstructive. L'insuffisance rénale obstructive, pardon, l'insuffisance rénale obstructive. Le début peut être marqué. C'est une urgence médico-chirurgicale. C'est la plus facile à faire le diagnostic. Donc, c'est l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Elle nécessite une prise en charge uro-néphro, soit uro-néphro à 100%, soit uro-néphrochirurgie, soit uro-néphrogynéco. Donc, ça dépend de l'étiologie. Le diagnostic, il est évident. Un patient qui se présente, elle est bilan, il y a une insuffisance rénale. Vous trouvez, il y a des douleurs lombaires ou bien type de crise de colique néphritique, globe vésical. Le diagnostic, il est facile. Si, raison de plus, un patient qui présente une colique néphritique, douleur pelvienne, un globe vésical, élévation de l'urée, la créatinine, le diagnostic il est à 80%, il s'agit d'une IRA obstructive. Donc, l'examen clinique, il faut rechercher contact lombaire, est-ce qu'il est positif? L'irradiation, elle est où dans la haine ou bien l'irradiation vers le pubis, le toucher rectal, le toucher vaginal, et aussi rechercher un globe vésical. Alors, le diagnostic, il est posé par le diagnostic par l'échographie, c'est l'examen de base qui trouve une dilatation piélo-calicielle bilatérale. Parce que s'il s'agit d'une dilatation piélo-calicielle unilatérale, il n'y a pas une insuffisance rénale. Donc, l'insuffisance rénale, elle apparaît lorsqu'il y a une hydronéphrose bilatérale, ou bien hydronéphrose sur un rein unique, ou bien une hydronéphrose sur un rein unique fonctionnel. Donc, hydronéphrose unilatérale et l'autre rein, il est normal, il n'y a pas une insuffisance rénale. Donc, le patient, il est hospitalisé, il présente une dégradation de la fonction rénale, l'urée A2, la créate à 40, un globe vésical, urétéro-hydronéphrose à l'échographie. On peut aller vers l'uroscanner ou l'IRM à la recherche de l'étiologie. Bien sûr, on va citer les étiologies les plus fréquentes et expliquer au fur et à mesure. Lithiase urinaire, c'est la plus fréquente. L'échographie, le diagnostic, il est posé par l'échographie. Le radiologue, il va mentionner dans la conclusion qu'il s'agit d'une urétéro-hydronéphrose bilatérale ou unilatérale sur un rein unique avec un calcul au niveau des calices ou bien à l'uroscanner
les uretères. Avant, il y avait l'UV, c'est-à-dire à plusieurs minutes. Maintenant, c'est l'uroscanner. Ou bien l'IRM. C'est l'ithiase urinaire la plus fréquente. C'est les calculs vous voyez, sur les calculs sur un rein fonctionnel unique ou lithiase bilatérale. Pathologie tumorale aussi. Adénome de la prostate, il donne une IRA obstructive par obstacle bas situé. Le cancer de la prostate, cancer du col utérin, c'est très très fréquent. Les tumeurs de la vessie aussi, elle est fréquente. Cancer du rectum, l'ovaire, l'utérus aussi, métastase, c'est rare. Ou bien fibrose rétropéritonéale, c'est une maladie inflammatoire, c'est une fibrose qui se développe au niveau du musculaire. Elle entraîne une compression des deux uretères. Donc, il y aura quoi par conséquence? Une IRA. Ce qui fait, vous imaginez qu'on va clamper les deux uretères de l'être humain. Il y aura une hydronéphrose bilatérale. Alors, le traitement, on peut imaginer le traitement. Le traitement, c'est une urgence devant toute anurie. Il faut sonder le malade en urgence. Parfois, le simple sondage visical bas, il peut entraîner une récupération totale de la fonction rénale. Parfois, on a recours à la néphrostomie. C'est un geste pratiqué par les urologues. C'est le drainage urinaire en urgence. Ici, c'est quoi l'urgence? Il faut drainer les urines en urgence. En urgence. Parfois, malheureusement, on n'a pas le temps ou bien un patient qui se présente le soir ou bien dans le week-end ou bien un manque du matériel de la stomie, on est obligé de dialyser le patient et faire le geste le lendemain ou après-demain de la stomie pour drainer les urines. Après, il y aura une décision. Est-ce l'urologue, il va mettre la sonde JJ ou non? Donc, c'est à lui de décider, selon l'étiologie. Et bien sûr, le traitement étiologique. C'est-à-dire, si la patiente elle a présenté un cancer du col utérin avec insuffisance rénale aiguë obstructive, le geste, c'est quoi? Elle va se présenter dans la néphrologie en urgence de dialyse. On demande un avis uro pour une sonde de néphrostomie, drainage urinaire en urgence. La patiente, elle va récupérer à 100%, puis elle doit être orientée vers le service d'oncologie médicale pour un traitement rapide. Et l'urologue, il va peut-être faire une sonde JJ pour éviter que la patiente, elle fasse un autre épisode d'une IRA obstructive. Ou bien, on ne peut pas laisser un patient avec une sonde de stomie à vie. Alors, attention, chez nous, ici, la partie médicale, le syndrome de levée d'obstacle. Chaque fois où le patient il se présente pour une insuffisance rénale obstructive, il y aura un drainage des urines, soit par sonde vésicale ou bien par la stomie. Le syndrome de levée d'obstacle, on a une polyurie. Parfois, le patient il urine 6 à 7 litres par 24 heures. Ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? On peut avoir une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, une déshydratation extracellulaire par perte rénale. Alors, imaginez un patient, il est hospitalisé pour une IRA obstructive. On a fait le traitement, le drainage, le syndrome de levée d'obstacle. 6 litres, le patient, du coup, il est déshydraté. Donc, on est hospitalisé pour une IRA fonctionnelle. Après le traitement, on a causé une IRA fonctionnelle. Mais c'est facile, elle est facile à gérer, donc il faut mieux hydrater le patient pour éviter l'installation de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle suite à après drainage. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Alors, elle est ici, c'est important et fréquente. Normalement, vous connaissez c'est quoi l'insuffisance rénale fonctionnelle. Le tableau, il est évident. Devant toute déshydratation extracellulaire, les plis, les tachycardies, plis cutanés, les yeux qui sont enfoncés, hypotension artérielle, hémoconcentration, la protéidémie elle est élevée, l'hématocrite élevée, protéine aussi, l'IRA fonctionnelle, elle peut se compliquer. Aussi, n'oubliez pas, attention, dans l'IRA fonctionnelle, on n'a pas uniquement la déshydratation ou bien l'exfoliation sanguine. On a aussi hypovolémie efficace. Hypovolémie efficace, c'est quoi? C'est le cas de l'insuffisance cardiaque congestive ou bien la décompensation acidique du cirrhose ou le syndrome néphrotique par hypoalbuminémie.
Voilà, on a un tableau, je vais vous expliquer. L'IRA fonctionnelle. Déshydratation extracellulaire, c'est la cause la plus fréquente. Alors, les pertes extrarénales, pertes cutanées et digestives. Rénal, traitement diurétique, la polyurie osmotique ou diabète ou syndrome de levée d'obstacle, les néphrites interstitielles chroniques et l'insuffisance surrénalienne. Et tout, vous trouvez, c'est les pertes, une déshydratation extracellulaire par perte rénale. Il y a aussi la déshydratation extracellulaire par perte extrarénale. Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez dans les cours des dysnatrémies, la déshydratation extracellulaire, la déshydratation intracellulaire, etc. Mais ici, c'est le cours de l'IARA fonctionnel. On a les déshydratations extracellulaires, soit par perte extrarénale et rénale. L'hypovolémie réelle, efficace. C'est le cas du syndrome néphrotique sévère, hypoalbuminémie très importante, cirrhose hépatique, syndrome hépatorénal, insuffisance cardiaque congestive, le syndrome cardio-rénal. Et hypotension artérielle, bien sûr, les états, les états de choc septique, anaphylactique et hémorragique. Et aussi l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle hémodynamique, c'est quoi? Un patient sous traitement par l'IEC ou bien les AINS. J'ai dit dans le cours, dans la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, on a quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une vasoconstriction de l'artériole efférente. Pourquoi? Pour maintenir un débit de filtration glomérulaire. Imagine, on donne aux patients un IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, ou bien un ARA2, un antagoniste de l'angiotensine 2. Qu'est-ce qu'il va avoir? Une vasodilatation. Au lieu de faire au lieu d'une vasoconstruction physiologique, système de défense du rein pour lutter contre l'IRA, on va causer une inhibition de l'angiotensine 2 ou bien de l'enzyme de conversion. Par conséquent, une vasodilatation, du coup, on a une insuffisance rénale aiguë importante. Alors, ici, je préfère. Parfois, le clinicien, il trouve des difficultés de faire la différence entre IRA fonctionnelle. C'est pas une difficulté, mais parfois la clinique, elle est évidente. Mais parfois, s'agit-il d'une IRA fonctionnelle ou organique? Malheureusement, dans la pratique, dans notre système algérien, on ne fait pas beaucoup de bilans, mais dans la réalité, il faut doser l'urée urinaire, la créatinine urinaire, le sodium urinaire et le potassium urinaire pour calculer la fraction d'excrétion et la natriurèse, la kaliurèse et le rapport. Ce sera facile de faire la différence. Voici, je vais vous montrer le tableau. Le tableau de l'insuffisance rénale. Alors, vous voyez, l'urée plasmatique, il est élevé dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. L'insuffisance rénale aiguë organique, c'est une insuffisance rénale parenchymateuse. Ce qui fait ici, c'est qu'il y a le tube iléaca aussi. Vous trouvez des cellules d'espoir, mais augmentation de la pression intratubulaire. Et l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est déshydratation, déjà j'ai cité la cause. Mais toute insuffisance rénale fonctionnelle ou obstructive en absence du traitement, elle passe vers l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, si en l'absence du traitement en urgence. Alors, l'urée plasmatique. L'urée plasmatique, il est augmenté dans les deux. La créatinine, elle est peu augmentée dans la fonctionnelle. L'organique, elle est très, très augmentée. Alors, le rapport urée plasmatique sur créatinine, il est plus de 100 dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. Organique, non, il est moins de 50. Pourquoi? Parce que la créatinine, elle est augmentée. La natriurèse, j'ai déjà expliqué dans la physiopathologie, dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, on a quoi? On a une réabsorption du sodium. Par contre, dans l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, il y a un afflux du sodium au niveau tubulaire. C'est pour cela, la natriurèse, elle est moins de 20 dans millimoles par litre et plus de 40 millimoles par litre dans l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse.
la fraction d'excrétion du sodium, elle est moins de 1%, dans l'organique, elle est plus de 1%. Alors, vous voyez, alors, le potassium, j'ai dit, dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, il y a une excrétion importante du potassium. C'est des urines riches en potassium. C'est pour cela, le rapport sodium sur potassium urinaire, il est inférieur à 1 dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. Parce que le potassium urinaire, il est élevé par rapport à la potassium, par rapport au sodium. C'est un rapport. Et la nécrose tubulaire aiguë, non. Et si on peut ajouter l'urée urinaire sur urée plasmatique, la créatinine urinaire sur la créatinine plasmatique et les ossements urinaires sur plasmatique. Mais généralement, il faut tenir compte surtout sur la fraction d'excrétion du sodium. On peut la calculer. C'est-à-dire, j'ai mis comment calculer la fraction. Et la natriurèse, la kaliurèse, et le rapport urée sur créatinine plasmatique, c'est le rapport. Et le dosage de l'urée urinaire. Alors, mais aussi, comme j'ai dit dans le début, dans le diagnostic différentiel de l'IRA, et l'IRC, il y a des pièges, Aussi, dans le tableau, il y a des pièges. Par exemple, la natriurèse. La natriurèse, j'ai dit, elle est basse dans l'insuffisance rénale fonctionnelle et élevée dans l'insuffisance rénale parenchymateuse, la nécrose tubulaire. Mais malheureusement, dans certains cas persistants, ce qui fait la natriurèse, je vais vous expliquer par texte, c'est mieux. La persistance de la natriurèse au cours des IRA fonctionnels, si la cause, elle est due à une perte rénale du sodium. Imagine que le patient, il a pris beaucoup de diurétiques. Le rôle du diurétique, c'est quoi? C'est l'élimination d'eau et de sodium. Le patient, il est déshydraté, secondaire à une perte rénale causée par les diurétiques. Donc ici, si on dose la natriurèse, on va avoir une natriurèse basse. Basse. On va la trouver élevée. Élevée, c'est dans la nécrose tubulaire aiguë. Ce n'est pas dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. Mais c'est un cas exceptionnel. Un patient qui a pris des diurétiques, ou bien l'hypoaldostéronisme, ou bien l'hypercalcémie, les alcaloses, on a la natriurèse, on dirait c'est une IRA parenchymateuse. Alors, c'est une IRA fonctionnelle. C'est pour cela qu'il faut calculer la fraction d'excrétion de l'urée, qui est un meilleur indicateur. Alors, par contre, j'ai dit, la natriurèse, elle est importante dans la nécrose tubulaire aiguë. Elle est très élevée. Mais dans le cas du rhabdomyolyse ou une toxicité au produit de contraste iodé, elle est effondrée. Le traitement, j'espère que vous avez, c'est-à-dire que j'ai bien expliqué la physiopathologie de l'insuffisance rénale fonctionnelle, l'examen clinique et l'étiologie, perte rénale, extrarénale, perturbation de l'hémodynamique intrarénale, aussi les états de choc, ou bien hypovolémie efficace, le syndrome hépatorénal, syndrome cardio-rénal, syndrome néphrotique sévère. Le traitement. Le traitement de l'insuffisance, je vais vous expliquer le traitement cas par cas. L'insuffisance rénale aiguë par déshydratation extracellulaire. C'est facile, c'est la réhydratation. C'est juste un texte, hein, mais si je vais résumer, c'est la réhydratation du NaCl par voie intraveineuse. Parfois, on demande de patient juste par voie orale. Voilà. Alors, la surveillance, c'est la courbe du poids, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la reprise de la diurèse. Est-ce que, c'est-à-dire le patient, il a repris la diurèse, l'ionogramme urinaire aussi, il faut le surveiller, et disparition de signes s'il s'agit d'une hypoaldo secondaire. Les cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle avec un syndrome œdémateux. C'est les cas d'un syndrome œdémateux, ce qui fait un syndrome hépatorénal, syndrome cardio-rénal, syndrome néphrotique. Le patient, il n'est pas déshydraté. Au contraire, il y a un œdème. Il y a une IRA fonctionnelle. Par exemple, le syndrome hépatorénal, c'est la vasodilatation splanchnique qui entraîne
l'insuffisance rénale fonctionnelle. Le traitement, c'est quoi? Il est facile. Alors, le traitement, il est de restaurer une volémie efficace. On entraîne une expansion volémique par l'albumine. C'est-à-dire, on donne de l'albumine. L'albumine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser, il va augmenter la pression oncotique qui chasse l'eau de l'interstition vers le secteur vasculaire. Voilà. Parfois, et aussi, on va utiliser les vasoconstricteurs, c'est la glyprécine, et les diurétiques doivent être interrompus si le patient il présente une IRA fonctionnelle. Le syndrome néphrotique. Alors, le syndrome néphrotique, normalement, on ne traite pas l'hypoalbuminémie par l'albumine. Mais ici, c'est le cours de l'IRA, insuffisance rénale aiguë secondaire à un syndrome néphrotique. Ici, j'ai le droit de traiter le syndrome néphrotique par l'albumine. Je ne traite pas l'hypoalbe, je traite l'IRA. Attention, parce que l'albumine, il est toxique pour les reins. Il va aggraver les lésions glomérulaires causées par le syndrome néphrotique. Donc, mais si le patient il présente une IRA, je suis obligé d'utiliser l'albumine. Et les diurétiques, bien sûr. Au cours du syndrome cardio-rénal type 1, c'est le retentissement d'une insuffisance cardiaque aiguë. C'est-à-dire le syndrome cardio-rénal, il y a 4 types. Type 1, type 2, c'est le retentissement d'une insuffisance cardiaque aiguë sur un retentissement rénal d'une insuffisance cardiaque aiguë. Type 2, retentissement rénal d'une insuffisance cardiaque chronique. L'IRA fonctionnelle, elle est secondaire à une baisse du débit de filtration glomérulaire et élévation de la pression droite. Ici, le traitement il est un petit peu compliqué. Il est basé sur. Ici, il faut corriger le corps. Et c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque pour normaliser la fonction rénale. C'est le recours au début, l'adresse, c'est-à-dire les drogues. L'insuffisance rénale aiguë organique. On a fait l'insuffisance rénale aiguë obstructive, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. J'espère que vous avez, c'est-à-dire c'est facile. L'insuffisance rénale aiguë organique, insuffisance rénale aiguë rénale ou parenchymateuse. Ça s'appelle parenchymateuse organique. On a expliqué la physiopathologie. Maintenant, je vais vous expliquer les différents types de l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse. On a nécrostubulaire aiguë, la néphrite interstitielle aiguë, néphrite glomérulaire aiguë, néphropathie, et les néphropathies vasculaires. Pour mieux comprendre, c'est un tableau. Alors, c'est facile. L'hypertension artérielle, elle est présente dans les néphropathies vasculaires. Ici, je parle de l'IRA. Un patient hospitalisé, c'est bon. J'ai fait tout ce qui est nécessaire, ce qui fait le dosage de l'urée, plasmatique, urinaire, la natriurèse. C'est bon, j'ai éliminé une IRA fonctionnelle, j'ai éliminé une IRA obstructive. Maintenant, le patient, il est hospitalisé pour une IRA parenchymateuse. S'agit-il d'une nécrostubulaire aiguë ou bien d'une néphrite tubulo-interstitielle ou néphropathie vasculaire ou néphropathie glomérulaire? Bien sûr, la clinique, elle va m'aider. Mais la cause, elle va m'aider, la cause. Par exemple, état de choc directement, c'est une nécrostubulaire aiguë. Par contre, il y a des formes un petit peu, ce qui fait associé. L'HTA, elle est absente. Elle est présente que dans l'IRA secondaire à une néphropathie tubulaire aiguë et néphropathie vasculaire. Les œdèmes, juste dans la néphropathie glomérulaire, vous trouvez les œdèmes. Les autres, il n'y a pas d'œdème. La protéinurie, vous avez déjà fait le cours de syndrome néphrotique. Elle est fixée juste pour les néphropathies glomérulaires aiguës. Et les autres, elles sont moins de 1. Vasculaire variable. Vasculaire, elle peut être de 2,5. L'hématurie microscopique, elle est constante dans la néphropathie glomérulaire aiguë. Elle est constante. Néphrite tubulo-interstitielle possible. Macroscopique, elle est possible. Donc, elle est absente dans la nécrostubulaire aiguë et présente possible. Les leucocyturies, c'est dans la néphrite tubulo-interstitielle. La leucocyturie.
L'infection urinaire, c'est une néphropathie tubulo-interstitielle. Ce qui fait, c'est le diagnostic syndromique de l'insuffisance rénale aiguë organique. Normalement, on fait une ponction biopsie rénale, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas toutes les insuffisances rénales aiguës parenchymateuses. Le patient il doit bénéficier d'une ponction. Une nécrose tubulaire aiguë, le diagnostic il est évident. Pourquoi ponctionner un malade qui a présenté une insuffisance rénale suite à un état de choc? Mais par contre, si je soupçonne une néphrie tubulo-interstitielle ou néphropathie glomérulaire ou néphropathie vasculaire, ici je ponctionne. Ou bien s'il ne récupère pas après 21 jours. La ponction biopsie rénale a des indications précises au cours de l'IRA. Elle est réalisée quand le tableau diffère de celui de nécrose tubulaire aiguë, comme j'ai dit, glomérulaire, vasculaire et interstitielle. Et devant le tableau du nécrose tubulaire aiguë, la PBR, elle est envisagée si le patient ne récupère pas après 21 jours. Mais généralement, c'est la nécrose corticale. Les causes de l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse. La nécrose tubulaire aiguë. La nécrose néphrie tubulo-interstitielle aiguë aussi. Les glomérulonéphrite rapidement progressif. Néphropathie vasculaire liée à une atteinte des calibres, des artères de petit calibre et ou bien des artères et les veines rénales principales, comme les emboles artérielles, les thromboses artérielles athéromateuses. Je vais vous expliquer ça, je prépare un tableau. Voilà. L'ischémie. Alors, je vais commencer par la plus fréquente, la nécrose tubulaire aiguë, NT1. Ischémie par état de choc septique, hypovolémique, hémorragique, anaphylactique, cardiogénique. La toxicité tubulaire directe, les aminosides, la genthalamicacine, produit de contraste iodé, un patient qui a bénéficié d'un scanner avec injection de l'iode. Les AINS, qu'est-ce qu'ils font? Ils inhibent la prostaglandine et entraînent, au lieu de faire la dilatation de l'artériole afférente, il y aura une vasoconstriction, c'est l'installation de l'IAA. Cisplatine, aussi, c'est une toxicité directe. La céphalosporine de première génération, cyclosporine, et tacrolimus, le programme. C'est les immunosuppresseurs. Précipitation tubulaire. Acyclovir, méthotrexate, le sulfamide, les chaînes légères de myélome, la néoglobinurie, l'hémoglobinurie, le syndrome de l'issue morale. Il faut connaître les causes de l'insuffisance rénale aiguë. Parenchymateuse, on a. La nécrose tubulaire aiguë, on a. Les néphropathies glomérulaires aiguës, néphropathie vasculaire et néphropathie tubulo-interstitielle. La nécrose tubulaire aiguë. Aussi, elle est divisée en trois. On a soit une toxicité tubulaire, ces toxicités, les AINS, les aminosides, la genta, ou bien précipitation intratubulaire, des chaînes légères du myélome, ou bien une précipitation de l'hémoglobine, l'hémoglobinurie, c'est l'hémolyse, ou bien du néoglobine, c'est le cas de rhabdomyolyse, ou bien les états de choc. Je vais passer à la néphrite tubulo-interstitielle aiguë, infectieuse ou immunoallergique. Maintenant, j'ai remarqué que l'immunoallergique, elle est très fréquente, ce qui fait les AINS. Vous voyez, les AINS, ils ont une IRA fonctionnelle, une toxicité directe, ou bien une néphrite tubulo-interstitielle immunoallergique. Alors, la première, le diagnostic, il est facile, il est basé par durée, la créatinine, le contexte clinique, FNS, la tension artérielle, notion de prise médicamenteuse. Est-ce qu'il a fait un scanner dans les jours, dans les 72 heures, Est-ce qu'il est sous traitement immunosuppresseur? Est-ce qu'il est hospitalisé dans le service de traumato pour éliminer une rhabdomyolyse, écrasement du muscle? Est-ce qu'il y a l'hémolyse? La néphrite tubulo-interstitielle aiguë. Dans la nécrose tubulaire aiguë, il n'y a pas d'une hypertension. Au contraire, parfois, s'il y a un état de choc, vous trouvez une hypotension. L'hématurie, non. La leucocyturie, non. L'œdème, non. Donc, le diagnostic, il est évident, l'échographie, rien de taille normale.
néphrite tubulo-interstitielle aiguë, vous trouvez le laxix, une leucocyturie. Et parfois, si on fait le dosage urinaire des eosinophiles, on trouve eosinophilie. La protéinurie, elle est moins de 1 gramme. Elle est faible. Le laxix, une protéinurie trace. C'est interstitiel beaucoup plus. Les étiologies, selon le contexte. Est-ce que le patient il a pris des AINS? Est-ce qu'il a pris des sulfamides, le quinolone? Est-ce qu'il y a une infection hématogène, ascendante pyélonéphrite ou bien leptospirose? Leptospirose, c'est hospitalisé, le syndrome ictéro-hémorragique. Voilà, ictéro-hémorragique. La néphropathie glomérulaire ou néphropathie rapidement progressive. Et ici, IRA, patient hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë. La cause, elle est glomérulaire. Comment j'ai posé le diagnostic? Une insuffisance rénale aiguë glomérulaire. Bien sûr, le LAPSIX, protéinurie 4 croix, l'hématurie importante, HTA, œdème. C'est bon, le diagnostic est évident. Il s'agit d'une IRA par atteinte glomérulaire, ce n'est pas par atteinte tubulaire. Ici, la PDR, elle est indiquée, mais il faut traiter. Le cours, ce n'est pas les glomérulonéphrite, le cours, c'est l'IRA. Je vais parler de l'IRA. Alors, je vais vous citer les causes. L'atteinte glomérulaire, on a 3. La première, c'est à dépôt linéaire, le syndrome pneumorénal. La deuxième, dépôt granuleux. Le lupus, c'est la prolifération endo-extracap, lupus purpura rhumatoïde, les maladies de système ou bien post-infectieuses. La troisième, les glomérulonéphrite pure, là où il n'y a pas de dépôt. C'est AONCA, c'est les vascularites. C'est les vascularites AONCA. Donc, il y en a beaucoup. Les GNR, la panne, la panne. La polyangite et le choc se transmet, il est rare. L'atteinte rénale, elle est rare. L'atteinte rénale, elle est rare. Alors, la néphropathie vasculaire aiguë, syndrome hémolytique urinique, le CHU, l'embole des cristaux de cholestérol et thrombose et embolie des artères rénales. J'ai dit atteinte des artères de petit calibre et artères et les veines rénales. C'est la néphropathie vasculaire. Mais le cours, c'est les IRA. Je ne veux pas détailler dans les étiologies parce que c'est des cours. Le cours, c'est l'IRA, faire le diagnostic d'une IRA parenchymateuse et comment faire les étiologies. Éliminer étiologie par étiologie. Le plus important pour moi, c'est ce tableau-là. Comment faire la différence parce que ce tableau, il est trop spécialisé. Mais ici, c'est comment faire la différence entre une IRA rénale, parenchymateuse, secondaire à une nécrose tubulaire aiguë ou une atteinte interstitielle ou glomérulaire ou vasculaire. Ah, dommage. J'espère que vous voyez parce que. Pardon. Alors, les complications, oui. C'est pas en couleur, mais allez. Les complications évolutives de l'insuffisance, je vais vous expliquer parce que c'est facile. Les complications évolutives et pronostiques de l'insuffisance rénale aiguë. La mortalité, elle est liée à la cause, généralement. L'insuffisance rénale, et quelle que soit, fonctionnelle, obstructive ou parenchymateuse, la mortalité, elle est liée à la cause. État de choc, crise convulsive, insuffisance respiratoire, créatite, donc ça dépend. Aussi les antécédents du patient. Est-ce que le patient il est âgé, atteinte coronarienne, atteinte respiratoire, diabète, cancer. Voilà. Septicémie, pneumopathie associée. Alors, les principales complications, les complications métaboliques sont l'acidose métabolique et l'hypercalémie, contrôlée par l'hémodialyse. Ici, je vais vous citer
le chapitre, c'est le chapitre des complications. Ce n'est pas le traitement, donc je ne vais pas détailler le traitement. Les principales complications, c'est les acidotes métaboliques, l'hypercalcémie, alors l'OAP, parfois l'OAP, la dénutrition, les infections nosocomiales, hémorragie digestive. Alors, IRA, le patient hospitalisé pour une IRA, il présente les complications suivantes, l'acidose métabolique, l'hypercalémie, l'OAP, mais ce n'est pas, c'est-à-dire tous les signes. Ça dépend cas par cas. Les facteurs pronostiques. Alors, la fonction rénale, il y a le pronostic rénal et le pronostic vital. Le pronostic vital. Est-ce que le patient, il présente un choc septique? Est-ce qu'il y a d'autres défaillances multiviscérales? Il y a des complications. Est-ce qu'il y a d'autres complications? Mais le pronostic rénal, comment elle était la fonction rénale antérieure? Est-ce qu'elle était normale ou déjà altérée? Un patient qui présente une néphropathie diabétique, le rein, il est pas sain. Il est un malade. Donc, s'il présente une IRA, il ne va pas récupérer comme un patient qui présente une IRA sur un malade sans antécédent. Alors, certains malades récupèrent à 100%. Certains malades récupèrent partiellement, ce qui fait qu'ils récupèrent, mais ils gardent un fond chronique. Et certains malades, malheureusement, ils restent dans l'insuffisance rénale chronique terminale. Malheureusement. La prévention. La prévention, alors, le traitement préventif, il faut. Donc, la population à risque. Il faut identifier la population à risque. Ce qui fait prendre le tableau des étiologies de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Par exemple, je ne donne pas les diurétiques à n'importe qui. Il faut tenir compte de l'état d'hydratation des patients. Bien sûr, un patient qui présente une atteinte, c'est-à-dire, je ne peux pas donner un Lasivix à 120 ou bien 250 chez un patient dont l'état d'hydratation il est correct. Il faut c'est-à-dire, adapter les doses. Si je donne chez un patient état d'hydratation correct, ou bien, c'est-à-dire, il fait des lames d'œdème au niveau de la cheville. Et si je donne 20 à 40 mg, si je donne 120 ou bien 250, je vais entraîner une déshydratation et une aggravation de la fonction rénale. L'important, il faut identifier la population à risque. Est-ce que le patient il est sous immunosuppresseur? Est-ce que le patient il est suivi dans le service de médecine interne pour une maladie de système X? Et on a plusieurs causes. Si j'arrive à identifier la population à risque, donc je peux éviter l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Bien sûr, les états de choc, je peux pas. S'il y a un accident ou il y a hémorragie de la délivrance, c'est plus fort que moi. Mais c'est-à-dire, il y a des trucs. Par exemple, un patient qui présente un collapsus ou bien chirurgie ou bien un patient, il va faire un scanner avec un produit de contraste. Donc, à ne pas faire le scanner sans faire une fonction rénale. Le radiologue, toujours, il demande une fonction rénale. S'il voit il y a une altération, il demande l'avis. Voilà. Alors, ce qui fait qu'il faut prévenir ce produit de contraste, par exemple, parce qu'elle est fréquente et importante. Je vais choisir les causes les plus fréquentes dans les services hors la néphrologie. Par exemple, pour la néphropathie, l'IRA secondaire à une néphropathie glomérulaire aiguë. C'est trop spécialisé. Vasculaire aussi, c'est la néphro interstitielle. Mais la néphrocellulière aiguë, vous trouvez pas uniquement dans la néphrologie, vous trouvez dans la réanimation, il y en a beaucoup. Le service de gynéco, réanimation, aussi la réa polyvalente, les UNC, les cimetières, cardio. Donc, je vais choisir les causes les plus fréquentes. Alors, par exemple, un patient qui doit bénéficier d'un scanner avec produit de contraste. Il vaut mieux réhydrater le patient la veille et le jour de l'examen. C'est généralement, on donne 1 cc par kilo par heure pendant 12 heures. Et on donne un traitement, la flumicille
c'est-à-dire pour la protection, mais pas à 100%. Mais il faut une bonne hydratation, surtout chez la population à risque, à ne pas faire un scanner avec produit de contraste, même chez un patient avec une fonction rénale normale, s'il est âgé, s'il est sous traitement diurétique, s'il est sous un arrêt de traitement antihypertensif, un patient qui prend un traitement néphrotoxique, même si la fonction rénale elle est normale, il ne doit pas faire un scanner avec injection. Il faut le réhydrater et changer le traitement. Comme ça, on évite. On évite. Même si la fonction rénale elle est normale. Prévenir la toxicité aussi médicamenteuse, à ne pas donner la gentamicine à n'importe qui. Un patient qui est déshydraté. Tu ne peux pas donner la genta à une dose très importante. Il vaut mieux faire la fonction rénale antérieure et adaptée en fonction de la clairance. Normalement, on fait le dosage sérique de la gentamicine. Aussi les AINS pour les gens qui travaillent dans le service de rhumato et la rééducation. À ne pas donner des AINS sans voir la fonction rénale antérieure du patient et l'état d'hydratation du patient et qu'est-ce qu'il prend en traitement. Est-ce qu'il prend un traitement toxique? Je ne peux pas donner des... Imagine, il prend beaucoup de traitements toxiques et moi, j'ajoute les AINS. C'est sûr, il va faire une IRA. Alors, syndrome de Lys, il faut identifier surtout c'est le service de l'oncologie médicale. Certes, le service de l'oncologie médicale, il demande chaque fois les avis nécro. Donc, pour le syndrome de Lys tumorale, c'est le diagnostic qu'il est trouvé IRA, hyperphosphorémie, hypercalémie, hyperuricémie. Myélome multiple aussi, le myélome multiple, il faut bien hydrater le patient qui présente un myélome pour éviter l'insuffisance rénale. Le traitement symptomatique de l'IRA organique. Alors, le traitement, ici, c'est dommage, je n'ai pas résumé, mais je vais expliquer. Vous voyez ici, la prévention, c'est les sujets âgés, diabétiques, les insuffisances rénales, l'insuffisance cardiaque, myélome. C'est la population à risque. Par exemple, chez les patients âgés diabétiques ou bien les insuffisances rénales cardiaques, à ne pas faire le scanner ou bien donner un traitement toxique avant de demander un avis spécialisé. Alors ici, je ne sais pas. Traitement préventif. J'ai déjà dit le traitement préventif, traitement de l'acidose métabolique. Pardon. Alors, le traitement symptomatique de l'IRA organique. J'ai dit l'IRA organique, vous trouvez hypercar, parfois surcharge, hypercalémie, l'acidose. Donc, j'ai dit la dénutrition, l'augmentation de l'acidité gastrique, il faut donner des IPP. Attention à la dénutrition, attention. Le régime calorique, il doit être, j'ai déjà mentionné, il est à 20 à 40 calories par kilo par jour. Donner des IPP, attention, parce que ce sont des patients qui font beaucoup des hémorragies digestives. Et supprimer tout traitement toxique. Traitement de l'hyperca, pour les gens qui ont fait le module du MED 1, normalement, vous maîtrisez le traitement de l'hyperca. Et aussi, cinquième année, déjà, vous avez fait le TD. Le traitement de l'hypercalémie, il est facile. On donne du caïxalate, la résine échangeuse, donner de l'insuline. Le traitement de l'hypercalémie et du diurétique aussi, en absence de déshydratation. Salbutamol aussi. Le glucose du calcium pour la prévention cardiaque. Donc, protéger le corps. Donc, c'est ça le traitement de l'hypercalémie. Il faut protéger le corps, ou bien éliminer le potassium par le rein, par les diurétiques, ou bien éliminer le potassium par le côlon, par le caïxalate. Échange du potassium au niveau de sur la membrane cellulaire par l'insuline. Aussi, le bicarbonate, l'alcalinisation molaire et semi-molaire. La hydratation par le bicarbonate de sodium. Alors, le traitement de l'acidose métabolique. Pourquoi le traitement de l'acidose métabolique? Oui, je suis pour de traiter l'acidose métabolique, il y en a beaucoup. Déjà, c'est un chapitre, l'acidose lactique, l'acidocétose. Donc, pour le traitement de l'acidose métabolique, j'aimerais
il est bon de traiter une acidose métabolique, mais parfois, si on traite l'acidose métabolique, il y aura il va augmenter le bicarbonate, l'alcalinisation, elle entraîne une augmentation de la production du CO2. La production du CO2, ce qui fait, dans l'acidose métabolique, c'est un chapitre. Est-ce qu'il s'agit d'une acidose par perte digestive ou autre? L'alcalinisation, elle a ses indications, sauf dans les pertes digestives. Les autres, il faut corriger la cause, et la réhydratation, etc. Alors, surcharge hydrosodée. Si le patient, s'il est en OAP ou bien donc quoi, c'est clair, les diurétiques, l'hyperhydratation intracellulaire pour les patients dialysés et les indications de dialyse. Les indications de dialyse, la dialyse, je vais parler. Alors, le traitement de surcharge hydrosodée. Soit vous donnez des diurétiques, soit hyperhydratation intracellulaire, avec un volume extracellulaire. Ici, on est dans le chapitre de l'hypernatrémie. L'hyponatrémie avec un volume extracellulaire élevé. On corrige par, bien sûr, on donne de l'eau. Donc, et s'il y a une déshydratation, vous hydratez le patient. Si le patient il a une hyperhydratation, donnez des diurétiques. Si le patient il est anurique, il y a une insuffisance rénale importante ou dégradation sévère de la fonction rénale, le recours à la dialyse. Normalement, malheureusement, l'IRA, la place d'épuration extrarénale, c'est l'hémodiafiltration continue. C'est ça, c'est le générateur de l'hémodiafiltration a sa place dans l'insuffisance rénale aiguë. L'hémodialyse intermittente, mais on utilise l'hémodialyse intermittente, c'est le générateur dialyse de 4 heures avec une pompe basse. La dialyse péritonéale, elle n'est pas pratiquée, donc chez nous, pour l'insuffisance rénale aiguë. On la pratique juste pour les IRC. L'IRA, c'est né dans la néphrologie pédiatrique, dans le CHU, le syndrome hémolytique urémique, bien sûr, chez un bébé ou nourrisson. On fait la dialyse péritonéale. Mais l'adulte, je préfère l'hémodiafiltration beaucoup plus. Parce que généralement, les patients sont en hypotension. Mais l'hémodialyse intermittente aussi, elle a ses indications et elle donne des résultats, des très bons résultats. Par exemple, la néphropathie gravitique, le HELP syndrome, c'est des patientes qu'on dialyse avant, parce qu'elles présentent des nécroses tubulaires aiguës ou bien suite à une hémorragie de la délivrance. On utilise l'hémodialyse intermittente. Alors, pardon. Ouais, j'ai déjà cité ça. Alors, devant toute IRA, il faut éliminer un obstacle. Et aussi, rechercher les complications. Auscultation pulmonaire. Le patient est présenté un OAP ou directement, est-ce qu'il est déshydraté? Est-ce qu'il est en état de choc? Prise de tension? Le pouls? Le traitement? Est-ce qu'il sous traitement diabétique? Non, c'est-à-dire hypercalémie, le patient présente une IRA, déshydratation, nephroplacidose lactique, surtout si le patient il prend des ADO. Recherchez une sténose de l'artère rénale avant une prescription des traitements antihypertenseurs à base des IEC ou bien les ARA2, il faut faire au moins une fonction rénale. Éviter le traitement néphrotoxique sauf s'il y a une indication importante, bien sûr, et travailler avec les concentrations résiduelles, surtout, pour éviter une IRA. Voilà. J'espère que c'est lisible. Donc, devant toute insuffisance rénale, alors, le contexte, il faut faire une échographie rénale. Le contexte, d'abord, est-ce que, selon l'interrogatoire, monsieur, vous suivez dans la néphro, oui ou non? Oui, je suis connu parce que je présente une IRC, donc c'est le diagnostic d'une IRC. Non,
où le patient il n'a jamais mis les pieds dans le service de néphrologie, il a une insuffisance rénale, faire un examen clinique, le patient il est déshydraté, il est choqué, il est choqué, il y a une fracture, c'est-à-dire AVP, service de traumato, il y a une polypnée, une dyspnée, il est en surcharge, donc faire une échographie rénale. Rein de taille normale, bien différenciée. C'est soit une insuffisance rénale fonctionnelle, soit une insuffisance rénale parenchymateuse. Vous faites le dosage urinaire du sodium, du potassium et de l'urée la créatinine pour typer le type de l'IRA, fonctionnel ou organique. S'il s'agit du fonctionnel, c'est bon. Le diagnostic, les étiologies, j'ai déjà expliqué. Organique. Alors, organique, c'est la nécrose tubulaire aiguë, c'est la plus fréquente. C'est les états de choc, ou bien toxicité médicamenteuse, ou bien précipitation intratubulaire. Ou bien les autres causes de l'IRA organique, c'est en fonction de l'étiologie. Si le patient il présente un pic de tensionnel, ou bien il y a une allergie liées aux eosinophiles, ils sont élevés à FNS, vous vous orientez vers la tête interstitielle. Si l'échographie, elle vous montre une hydronéphrose, ici, c'est une IRA obstructive. Ce n'est pas une IRA fonctionnelle ou IRA organique. Pour le traitement, donc, j'ai déjà dit le traitement. Pour le... Donc, pour le traitement de l'IRA fonctionnelle, c'est le drainage, l'IRA obstructif, le drainage, l'IRA fonctionnelle, la réhydratation, l'IRA organique, c'est en fonction de l'étiologie. Parfois, on a recours à la dialyse. Si vous voyez en dialyse un patient avec une IRA, c'est une IRA organique. Jamais on dialyse un patient avec IRA fonctionnelle. C'est-à-dire, si vous aurez l'occasion de faire le stage dans le service de néphrologie, vous trouvez dans un dossier un patient qui dialyse, qui présente une IRA, il s'agit soit d'une IRA obstructive, en attendant le drainage vers le service de l'urologie. Donc, c'est des dialyses d'1 ou 2 jours, parfois, ou bien, parfois plus, selon l'évolution, ou bien une IRA parenchymateuse. Parenchymateuse, c'est le synonyme de l'organique et c'est le synonyme de l'insuffisance rénale aiguë rénale. Très bien. Et normalement, ouais. Alors, normalement, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Un grand merci, docteur. On passe aux questions. Merci beaucoup, Sanjad. Alors, il y a une question de... il y a une qui n'a pas compris comment différencier une IRA fonctionnelle, une IRA fonctionnelle et organique par le dosage de NA et K+, urée et créa. C'est quoi la question? C'est comment faire la différence? Oui, normalement, normalement, je veux dire d'une IRA fonctionnelle, entre IRA fonctionnelle et organique, par le dosage de Na+, K+, et urée créa. Voilà, c'est un tableau à suivre. Donc, c'est-à-dire on dose l'urée et la créatinine plasmatique et on dose. Il n'est pas pratiqué chez nous. C'est-à-dire si chez nous on le demande rarement. Si je vais parler théorie puis je vais parler pratique. Théoriquement, il faut doser le sodium urinaire, le potassium urinaire, l'urée urinaire, la créatinine urinaire pour qu'on puisse faire le rapport et typer l'IRA. Est-ce qu'il s'agit d'une IRA fonctionnelle ou IRA organique? Par exemple, la natriurèse ou le sodium urinaire. Si vous trouvez le sodium urinaire moins de 20 millimoles par litre, c'est une IRA fonctionnelle. Plus de 40, c'est une IRA organique. Le potassium urinaire, il est élevé dans l'IRA fonctionnelle. L'IRA organique, non. C'est pour cela le rapport sodium sur potassium, il est moins de 1.
et doser l'urée urinaire et le rapport, c'est-à-dire si vous dosez l'urée urinaire, vous pouvez calculer le rapport. L'urée urinaire sur l'urée plasmatique, qui est plus de 10 dans l'IRA fonctionnel et moins de 10 dans l'IRA organique. Mais je vais parler maintenant de pratique. Non, on l'utilise rarement, sauf si je l'utilise. Si le CH, c'est-à-dire le labo, c'est gratuit parce que je ne peux pas demander des bilans à titre externe, alors que le diagnostic, il est évident. Parfois, j'ai eu l'occasion de demander au CHU le dosage urinaire de sodium, l'urée et la créatinine, juste dans le cadre d'enseignement. Dans le cadre d'enseignement. Par contre, si vous voyez que le médecin en néphrologie, on demande l'urée urinaire, le sodium urinaire, potassium urinaire, c'est dans le cadre du chapitre de l'hypocalémie et l'hyponatrémie. Ce qui fait, c'est autre chose, c'est en dehors de l'IRA. Voilà. Merci, Il y a autre question? Oui. Quel est le mécanisme physiopathologique de la néphropathie interstitielle et comment elle donne une IRA? Alors, j'aimerais bien une petite semaine pour Acta. Ça va bien. Voilà. Encore, voilà la question. Alors, la question, c'est quel est le mécanisme physiopathologique de la néphropathie interstitielle et comment elle donne une IRA? Ah, la teinte interstitielle. Oui, la néphropathie interstitielle. Alors, vous avez compris le mécanisme physiopathologique de l'insuffisance rénale parenchymateuse par nécrose tubulaire aiguë. Diminution du flux sanguin rénal. C'est bon. Voilà. On est d'accord dans l'IRA par nécrose tubulaire aiguë parenchymateuse. On est d'accord dans le mécanisme physiopathe. Maintenant, pour l'atteinte interstitielle. L'atteinte interstitielle, elle donne insuffisance. On l'appelle la néphrite tubulon-interstitielle aiguë. C'est une atteinte tubulaire et interstitielle en même temps. Ce qui fait qu'il y a un afflux des cellules inflammatoires au niveau de l'interstitium, des cellules inflammatoires, c'est ce qui explique l'apparition de l'IARA. Voilà. Ce n'est pas une atteinte glomérulaire, c'est une atteinte tubulon-interstitielle, ce qui fait augmentation de la pression intratubulaire. C'est bon? Monsieur Dr Nodine, c'est bon? Vous avez eu la réponse? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Voilà. Rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous répéter l'explication du tableau des IRA organiques? Pourquoi les maturer? L'IRA organique, pourquoi l'apparition de c'est-à-dire certains il y a les maturés, l'autre non. C'est ça. Oui. Alors, dans les maturies, dans l'IRA organique, on a la nécrose tubulaire aiguë. L'hématurie, elle est absente. Pourquoi? Parce que les glomérules, ils sont intacts. Il n'y a pas une lésion glomérulaire. Donc, la barrière glomérulaire, elle empêche le passage du sang à travers le glomérule. Donc, il n'y a pas. Par contre, s'il s'agit j'ai dit, la néphrite tubulo-interstitielle aiguë, il y a l'hématurie, elle est possible, parce qu'il y a probablement, elle est secondaire à une infection. Elle est possible, elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Parfois, interstitielle, on ne trouve pas l'hématurie. Mais si elle est présente, il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë, organique, secondaire à une atteinte interstitielle, il s'agit d'une atteinte, il s'agit d'une infection. L'hématurie, elle est constante dans l'IRA secondaire à une glomérulonéphrite aiguë. Pourquoi? Parce que la barrière glomérulaire, elle est lésée, elle est détruite. Et aussi, la néphropathie vasculaire, elle n'est pas constante, elle est possible, elle n'est pas ce qui fait constante, donc ça dépend. C'est en fonction s'il s'agit d'une thrombose ou bien. Mais c'est dans la néphropathie glomérulaire qu'elle est constante. Ce qui fait, si je fais la lapsique, si j'ai un patient qui présente une IRA parenchymateuse et je trouve l'hématurie franche avec protéinurie franche, c'est une atteinte glomérulaire. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que l'hématocrite est toujours élevé dans l'IRA? Les, l'hématurie. L'hématocrite. Ah, l'hématocrite. Non, pas forcément. Sauf s'il y a une déshydratation. Sauf s'il y a une déshydratation par l'hémoconcentration. D'accord. Vous trouvez une élévation de l'hématocrite et de la protidine. Voilà. D'accord, merci. Alors, De rien. vous pouvez... Est-ce que le cours de néphropathie glomérulaire? Néphropathie glomérulaire. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Le chapitre. Oui. C'est-à-dire un résumé? Je ne sais pas si... Non, ils veulent qu'on assure le cours de néphropathie glomérulaire. Ah, néphropathie glomérulaire, oui, c'est un chapitre. Donc, vous trouvez la néphropathie. Alors, les IRA, le syndrome néphrotique et néphritique, c'est la sémiologie des, des cours de la néphrologie pure. Dans les néphropathies glomérulaires, c'est-à-dire vous trouvez les signes cliniques, syndrome néphrotique, néphritique. Donc, dans la néphropathie glomérulaire, on a l'occasion de discuter. L'IRA, elle est présente dans les néphropathies glomérulaires. Aussi, on va avoir les néphropathies glomérulaires dans le syndrome néphrotique et aussi dans les syndromes néphritiques. Mais dans les chapitres de néphropathie glomérulaire, il faut mieux ce qui fait comprendre le syndrome. C'est après le syndrome néphrotique, néphritique et l'IRA. Il y en a les GNC, les néphropathies glomérulaires chroniques et les néphropathies glomérulaires aiguës. Néphropathie, c'est quoi? C'est la destruction, c'est une prolifération extracapillaire. Il faut connaître l'anapath des glomérules. Et dommage, il n'y a pas un schéma pour comprendre c'est quoi la prolifération, c'est quoi. Mais il faut mieux comprendre, il y a trois types. Le premier type, c'est le syndrome pneumorénal, le goût de pasture. Deuxième, c'est les maladies de système, lupus, ou bien les GNA post-infectieuses, trio, les maladies de système. Trois, c'est polyimmune ou glomérulonéphrite pure, vascularite, les vascularites à ANCA. C'est purement immunologique. C'est le dosage. On demande des bilans immunos pour typer le type de glomérulonéphrite. Par exemple, si le patient il est hospitalisé pour une IRA et on a confirmé qu'il s'agit d'une glomérulonéphrite aiguë, ce n'est pas une nécrose tubulaire ni une atteinte interstitielle. L'abscisse, il est. La protéinurie, elle est à 3 croix. L'hématurie, elle est 4 croix. HTA, elle est présente. C'est une IRA parce que le rein, il est de taille normale. Il n'y a pas d'une hypocalcémie, il n'y a pas d'une anémie. Donc, je demande les anticorps anti-MBG, anti-membrane basale glomérulaire. S'ils sont positifs, je m'oriente vers le type 1. Je demande un bilan du lipis, de lupus, les anti-DNA, ou bien je demande le complément aussi. Je demande les ANCA. Si les ANCA ils sont positifs, c'est une glomérulonéphrite à ANCA. Donc, ça dépend. Ça dépend. C'est en fonction de la clinique. C'est ça, les glomérulonéphrites. Et dans la glomérulonéphrite, vous trouvez patients qui présentent un syndrome néphrotique, d'autres patients qui présentent un syndrome néphritique, d'autres patients qui présentent une IRA. Simplement une IRA. Mais généralement, le plus souvent, ils présentent un syndrome néphrotique. Ils présentent un syndrome glomérulaire. Déjà, vous avez fait le syndrome glomérulaire, c'est quoi? C'est le SPLAPSIX qui est riche. Voilà. D'accord. Comment peut-on différencier entre un syndrome néphritique aigu et une GNRP? Un syndrome néphritique aigu et une GNRP. Le syndrome la GNRP, c'est une dégradation de la fonction rénale, c'est-à-dire elle double de valeur au bout de 3 mois. Le syndrome néphritique, il y a c'est presque le même tableau, sauf l'évolution sur le plan rénal. Parfois, le syndrome néphritique, la fonction rénale, elle est normale. Par contre, la GNRP, la fonction rénale, elle est altérée. Voilà. La fonction rénale, elle est altérée dans la GNRP. C'est une urgence néphrologique. Le syndrome néphritique, non. Le syndrome néphritique, il y a parfois juste l'œdème, complément, l'HTA,
œdème palpébral, complément qui est pas, l'hématurie, importante, protéinurie moins de 2 grammes, donc on donne un traitement symptomatique. Généralement, c'est la post-streptococcique, post-angineuse. Euh, L'évolution, elle est favorable. Par contre, la GNRP, c'est un chapitre. Aussi, c'est de la sémiologie. La GNRP, elle englobe beaucoup d'étiologie. Voilà. La GNRP, c'est entre parenthèses, c'est une IRA, c'est une glomérulonéphrite aiguë. Voilà. Alors, par la forme glomérulaire, dans quel cas on peut trouver hématurie à 3 croix et protéinée à 3? Dans l'atteinte glomérulaire, 3, c'est syndrome néphrotique. Je ne peux pas vous dire parce que pour la protéinurie, il faut un dosage pondéral. Mais ils disent une croix, c'est 1 gramme par 24 heures. 3 croix, c'est 3 grammes, mais c'est pas fixe. Donc, sur quelle atteinte glomérulaire on trouve le sang 3 croix et là, c'est les néphropathies glomérulaires. C'est le syndrome glomérulaire. Lorsque vous voyez un lapsix qui est riche, c'est ici on commence l'exploration. On demande une protéinurie des 24 heures et ça commence. Ouais. L'hématurie, lorsque je vois l'hématurie 3 croix, c'est une atteinte glomérulaire. Parce que l'atteinte tubulaire, vous trouvez pas. Interstitielle, l'hématurie, elle est absente. Sauf s'il y a l'interstitielle, sauf s'il y a une infection au pyélonéphrite, mais l'hématurie, elle n'est pas très, très importante. Elle n'est pas très importante. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On considérera comme une GNRP et on la traite selon l'évolution. Voilà, c'est ça ce que vous dit, docteur. Oui. Alors, une autre question, c'est qu'elle n'a pas compris pour la deuxième fois le dosage de Na+, et K+, urinaire et urécréa pour faire la différence entre les différentes IRA. Alors, ce qui fait pour faire la différence, ce qui fait le dosage, on demande le dosage. Quand vous avez demandé l'ure et la créatinine dans le sang, vous demandez l'ure et la créate, le potassium et le sodium dans le sang, la kaliurèse et la natriurèse dans les urines. Lorsqu'on a le résultat, on peut faire le rapport. Il est facile le rapport. Tu as déjà la natriurèse et tu as déjà la kaliurèse. C'est facile de faire le rapport, diviser. Par exemple, si tu as la natriurèse à 5 et la kaliurèse à 10 ou bien à 15, 5 divisé par 15, c'est 0,3. Elle est moins de 1. Moins de 1, tu t'orientes vers l'insuffisance rénale fonctionnelle. Par contre, si la natriurèse, elle est à 50, la kaliurèse, elle est à 10, ici, vous trouvez le rapport, il est à 5. Donc il est plus de 1. C'est organique. Donc, c'est-à-dire le tableau, c'est l'application, ou bien, c'est-à-dire dans ta tête, à force de travailler avec, c'est des bilans et des rapports à calculer. Voilà. J'espère que c'est la question. Oui, c'est bon normalement. Est-ce que le syndrome de... Je n'arrive pas à dire. Normalement, c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Est-ce que vous pouvez lire votre question de Sanoudine ou la professeure, vous pouvez lire? Comment? Il y a une question il y a une question de docteur Chalouli Nourdine. Est-ce que vous Alors, pouvez la poser s'il vous plaît? alors, ouais, est-ce que le syndrome de Gougerot-Sjogren peut donner une nécrose tubulaire aiguë? Le Gougerot-Sjogren, il donne une néphrie tubulo-interstitielle. C'est dans les connectivites. C'est une maladie de système. Non, non, il donne une atteinte tubulo-interstitielle. Mais vous trouvez dans le chapitre des connectivites. Voilà. Alors, je parle du syndrome néphritique aigu et la GNRP. GNRP, on la traite comme... Alors, je parle du syndrome néphritique aigu. Et la GNRP,
puisque la présentation clinique est similaire. Oui, elle est similaire. Seule évolution tranchera. Mais dans le syndrome néphritique, parfois la fonction rénale, elle est normale. Il faut faire attention. Mais la GNRP, la fonction rénale, elle est toujours altérée. Alors, considérée comme une GNRP, et on la traite selon l'évolution. Non, la GNRP, c'est pas du tout la GNRP. Parfois, on dialyse. C'est 90% des patients, on les dialyse et on commence les bolus de corticoïdes et immunosuppression en urgence. Par contre, le syndrome néphritique, non, on donne un traitement symptomatique, les diurétiques, un traitement antihypertenseur, un régime dissodé. La place des antibiotiques, elle n'est pas fixée parce que c'est bon, c'est trop tard. C'est une atteinte. Normalement, l'extensiline, c'est avant. On ne peut rien faire maintenant. Et ça dépend s'il y a une infection et la surveillance. Parfois, on donne la cortico, mais la cortico, sauf s'il y a une insuffisance rénale. S'il n'y a pas une insuffisance rénale, il n'y a pas une place de corticoïde pour le syndrome néphritique. C'est la surveillance. Parce qu'il y a une disparition de la protéinurie. L'hématurie, elle disparaît après 3 mois ou là. S'il y a une persistance de l'hématurie et la protéinurie, on fait une ponction biopsie rénale avant de commencer le traitement. De préférence. De préférence. Voilà. Alors, la GNRP, c'est quoi? La GNRP, c'est la glomérulonéphrite rapidement progressive. Rapidement progressive. C'est une glomérulonéphrite rapidement progressive. Qui fait, voilà. Il t'a répondu, docteur. Voilà, la partition néphritique. Voilà. Très bien. Normalement, c'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Et de rien. Merci beaucoup, docteur. Et de rien. Et très bien. À la prochaine, Inch'Allah. On va faire le chapitre de syndrome néphritique et néphrotique et on laisse l'IRC après, comme ça, parce que l'IRC, c'est les complications de ces 3 en l'absence du traitement. Ça sera mieux. D'accord. D'accord. Très bien. Et au revoir et un bon week-end. Ça va, oui. Une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, vraiment.